Nathalie Elimas, bonjour, bienvenue. Le pass vaccinal est donc entre les mains du Conseil constitutionnel où là ont envoyé les oppositions, notamment parce que les contrôles d'identité dans les cafés ou les cinémas inquiètent. C'est l'argument du Parti socialiste. Comment pouvez-vous rassurer ? Je veux d'abord, avant de rassurer, moi ce que je soulignais quand même, c'est l'irresponsabilité des oppositions. On l'a vu lorsque le texte est arrivé en première lecture à l'Assemblée nationale, on le voit encore aujourd'hui, il y a une urgence, Monsieur Barbier. On a plus de 320 000, 340 000 cas de contamination par jour. Sur Omicron ou sur Delta. Donc c'est compliqué dans la population en général, c'est compliqué aussi dans nos écoles, peut-être que l'on va en reparler. On va en reparler. Donc ce pass vaccinal, il a un intérêt, notre objectif il est simple, vacciner, aller chercher les non-vaccinés le plus possible pour sortir le plus vite et collectivement de cette crise sanitaire. C'est ça l'objet et rien d'autre, Monsieur Barbier. Les libertés publiques, c'est important, qu'un garçon de café puisse demander une pièce d'identité pour vérifier si c'est pas un faux pass, ça pose une question. Écoutez, le Conseil constitutionnel a été saisi, il va répondre. Moi ce que je constate, j'entends toutes ces questions, elles sont évidemment légitime. Ce que je constate, c'est que le pass vaccinal va être encore une fois et de quelques jours décalé. Oui, mais c'est pas grave, c'est quelques jours. Omicron n'est pas si méchant et il chasse Delta qui l'est plus. Omicron n'est pas méchant, en tout cas il est très contagieux, on le voit. On a des difficultés quand même, il faut le dire. Regardez ce qui se passe dans l'école, c'est pas simple pour nos élèves, c'est pas simple pour nos professeurs. Donc moi je pense qu'au contraire, et même à l'inverse, c'est une course contre la montre et que chaque jour compte. Alors justement, à l'école, après la colère de la semaine dernière, est-ce que la situation est revenue à la normale, notamment sur le contrôle et l'accueil des éventuels cas contacts ? Les protocoles ont été ajustés depuis la rentrée scolaire. On s'est ajusté pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que c'était très complexe à mettre en place pour les familles, c'est très complexe à mettre en place dans le suivi pour les professeurs. On a vu les files d'attente devant les pharmacies, donc on l'a assoupli ce protocole. Il y a désormais 3 autotests, comme vous le savez, une seule attestation. Qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on teste. Alors évidemment, il y a un effet de loupe. Plus on cherche, plus on trouve les cas positifs. Mais dans le même temps, les cas positifs sont isolés, les autres peuvent rester en classe. Et là, on est dans notre objectif, celui qui est porté ardemment depuis bientôt 2 ans par le ministre de l'Éducation nationale, le ministre des Écoles ouvertes, Jean-Michel Blanquer. C'est vraiment notre objectif. Et tous ces protocoles qui ne cessent de s'ajuster, bien justement, ils sont là en ce sens, au soutien de cette politique. Et les masques FFP2 pour les enseignants, ils arrivent ? Oui, ils arrivent. Alors, 2 choses. Effectivement, des masques avaient bien sûr été distribués aux professeurs. C'était des masques en tissu. Nous avons distribué, déjà nous commençons des masques chirurgicaux et dans le même temps, comme cela a été annoncé la semaine dernière, notamment par Jean-Michel Blanquer, bien sûr, des masques FFP2 arrivent dans les écoles pour nos professeurs en maternelle ou pour les professeurs qui travaillent avec des élèves en situation de handicap et qui ne peuvent pas justement porter le masque, donc ils sont plus vulnérables. En zone d'éducation prioritaire, là où vous vous exercez plus particulièrement, est-ce qu'il y a plus d'écoles fermées qu'ailleurs, plus de classes fermées qu'ailleurs ? Non, je ne peux pas dire ça. Et puis franchement, moi je suis très attachée. Il ne faut pas stigmatiser l'éducation prioritaire. Il n'y a pas plus de difficultés. Voilà. Donc probablement. Mais on sait que c'est souvent dans des quartiers où il y a moins de facilités sociales. Oui, il y a moins d'eux, mais justement parce que nous avons une politique d'aller vers qui est très dynamique, justement nous allons vers les populations qui sont les plus fragiles ou vers les populations qui sont les plus éloignées. Mais il n'y a pas plus ou moins d'écoles fermées ou de classes fermées parce qu'on est ou pas en éducation prioritaire. Alors polémique ce week-end autour de l'accueil des handicapés à l'école après les déclarations d'Éric Zemmour. Est-ce qu'il faut chercher néanmoins à inclure coûte que coûte les enfants handicapés à l'école, même si on n'a pas les moyens derrière à mettre ? 2 choses pour vous répondre, Monsieur Barbier. D'abord, moi je fais beaucoup de déplacements chaque semaine. 2, 3 déplacements par semaine. Je les vois, ces élèves en situation de handicap qui sont dans nos écoles. Vous savez, elles sont belles nos écoles, elles sont belles nos classes. C'est beau de les voir tous ensemble, nos élèves, justement. Mais c'est pas facile pour les enseignants tous les jours. Ça n'est pas facile pour les enseignants. On a évidemment accompagné, on met des moyens supplémentaires parce que bien sûr que, alors, certains élèves en situation de handicap ont besoin d'un AESH, d'une personne qui les accompagne en permanence. Accompagnant d'élèves en situation de handicap. Et puis pour les élèves qui sont plus lourdement handicapés, il y a des solutions encore qui sont différentes. C'est gradué, c'est proportionnel. En tout cas, c'est formidable l'inclusion dans nos écoles. C'est formidable de les voir tous ensemble. Et on s'enrichit de nos différences, contrairement à ce que dit Monsieur Zemmour, qui divise, qui stigmatise et qui fracture. Et pour certains handicaps ou pour certaines périodes de la vie, quand on est jeune, est-ce qu'un établissement spécialisé, c'est pas mieux ? Mais il y en a des établissements spécialisés et parfois c'est nécessaire et parfois c'est là qu'il faut aller. Mais parfois ça ne l'est pas. Tout dépend du handicap de la personne. Quand on a un handicap léger, évidemment qu'un élève doit être inclus dans nos écoles. D'après les associations de parents concernés, 35 000 enfants sont dépourvus d'AESH, ces accompagnants d'élèves en situation de handicap, alors qu'ils en auraient besoin. Est-ce qu'on a les moyens de notre politique ? Et on sait que les AESH ne sont pas très bien rémunérés non plus. On a déjà massivement renforcé le nombre d'AESH. On a
travaillé sur leur statut. Désormais, il y a un statut. On a travaillé à la rémunération des AESH. Mais vous avez raison, on part de loin. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, il y a quelque chose qu'il faut pointer aussi, parce que pour qu'il y ait un AESH dans une classe, il faut qu'à l'origine, en amont, il y ait une notification de la MDPH, la maison du handicap. Ça, ce sont au niveau des conseils départementaux. Je crois qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là pour que les notifications soient plus justes. Petite crise dans la majorité. Édouard Philippe se met en retrait avec son mouvement Horizon de la maison commune, Ensemble Citoyen, parce que le président Macron n'a pas voulu que Horizon et Agir, un autre club, fusionnent. C'est inquiétant ? Non, moi ça ne m'inquiète pas. Vous savez, les partis politiques, c'est vrai, ça structure la vie politique. Très bien. Mais je pense que les Français s'en contrefichent. Et alors pourquoi leur faire cette petite scène de ménage en public ? Mais le soutien d'Édouard Philippe au président de la République, il a été dit, il a été redit, il ne pose pas question. Donc, ce qui est important aujourd'hui, vous savez, c'est pas de rassembler les formations politiques, c'est que le président de la République soit soutenu par des personnalités comme Édouard Philippe, comme Richard Ferrand, comme François Bayrou, et toutes celles et ceux qui voudront venir à son soutien. Et l'objectif, le seul, l'unique, c'est de rassembler les Français. Il y a un deuxième objectif pour Édouard Philippe, c'est de préparer les législatives en essayant d'avoir le plus de députés philippistes. Mais avant les législatives, Monsieur Barbier, il y a l'élection présidentielle et l'objectif aujourd'hui et l'enjeu et l'intérêt et toute l'importance, bien sûr, c'est de rassembler ces personnalités autour du président de la République quand il sera candidat, justement parce que les partis politiques, c'est presque suranné, Monsieur Barbier. Ok, ça structure la vie politique, mais qui aujourd'hui est encarté ? Il suffit d'aller regarder le nombre d'adhérents, le nombre de personnes qui sont encartées dans les formations politiques pour comprendre que le logiciel, en tout cas, l'intérêt, l'envie des Français, il est ailleurs. D'où peut-être l'envie des Français de gauche d'aller vers Christiane Taubira. Ça vous inquiète cette candidature ? Ça pourrait réveiller la gauche et menacer Emmanuel Macron ? C'est pas la candidature de Christiane Taubira qui m'inquiète. Je suis un peu surprise. C'est le désœuvrement de la gauche surtout. Moi, ce qui m'interpelle dans ces candidatures successives et puis primaires et puis plus primaires et puis voilà, laissons-les faire. En tout cas, les électeurs de la gauche sociale démocrate, eh bien, ils ne sont pas perdus. Il y a un candidat qui les entend. Macron est encore de gauche. Macron peut encore parler à la gauche. Macron, à cette gauche-là. Le président de la République, le candidat de 2017, et probablement, et je l'espère, et vraiment, je suis très impatiente de cela, c'est le candidat du en même temps. C'est le candidat du rassemblement des Français, qu'ils viennent de gauche ou qu'ils viennent de droite, autour d'un projet. Votre cabinet ministériel est l'objet d'une enquête administrative en gestion des ressources humaines pour des dysfonctionnements. Le mot harcèlement est même prononcé. Alors, quelle est votre version des faits ? Quels sont ces dysfonctionnements ? Je vous remercie de me poser la question et de me permettre de répondre parce qu'effectivement, depuis ce week-end, je suis victime d'une attaque d'une grande violence à titre personnel. Mais je pense aussi beaucoup ce matin à mes enfants qui ont très mal vécu ce week-end quand ils ont vu leur mère accusée de harcèlement. Parce que dès lors qu'on accuse de harcèlement, vous savez, dans la presse, sur les réseaux sociaux, on n'est déjà plus accusé, on est déjà coupable de harcèlement. Ce qui se passe très précisément, c'est une enquête interne pour observer les fonctionnements des ressources humaines du cabinet. Enquête interne, ça n'est pas une enquête judiciaire, ça n'est pas une enquête préalable, c'est une enquête administrative. Ça, c'est la première chose. Le fonctionnement RH du cabinet, le fonctionnement des ressources humaines du cabinet, ça n'est pas une accusation. Et Limace, accusé de harcèlement. Ce sont deux sujets bien distincts, Monsieur Barbier. Donc, c'est comme si, dans l'entreprise, dans le privé, l'inspection du travail venait faire un audit. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Tous les membres de mon cabinet ont été entendus, depuis le secrétaire, les chauffeurs, les conseillers, la ministre. Tout le monde a été entendu. Et c'est parti Et de il y quoi, aura un rapport qui sera rendu dans quelques semaines. J'ajoute que ce rapport n'a pas vocation à être public. Moi, ça ne me gênera pas de le rendre public, puisque je suis assez sereine. Voyez ? Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, des fuites extrêmement malveillantes pour me déstabiliser, probablement. Qui vous veut du mal ? Qui veut vous nuire ? Si je le savais, Monsieur Barbier, ça m'arrangerait, parce que, évidemment, je vais vous dire, c'est diffamant. D'ailleurs, je crois que la diffamation est caractérisée. Et si je le savais, écoutez, je pourrais porter plainte, probablement. Donc, oui, il y a eu des mouvements dans mon cabinet. Mais je vais vous dire exactement comment ça s'est passé. Ces personnes qui sont parties à un moment donné ou à un autre, eh bien, elles ne sont pas parties, elles ne sont pas à la rue. Il y en a une qui a retrouvé un poste à responsabilité dans un service
de la communication, une autre pour laquelle j'ai demandé à mon collègue Marc Fesneau s'il avait un poste. C'est le cas, elle est donc passée d'un secrétariat d'État à un ministère plein. Les choses se sont extrêmement bien passées, dans la bienveillance. Parfois, dans la collaboration, ça fonctionne, ça dysfonctionne, et à un moment donné, il est possible qu'on mette un terme à une collaboration. C'est ça, et rien de plus, ce qui s'est passé, mais je peux vous dire que c'est très dur, c'est très violent. Encore une fois, la violence est inouïe pour mes enfants. Vraiment, je vous le dis. Mais sur le fond des choses, je suis sereine. Il y a de moins en moins de conseillers dans les cabinets ministériels pour faire des économies, pour montrer qu'on est de bons gestionnaires. On réduit le nombre de collaborateurs. Est-ce que c'est pas ça l'origine de la fatigue de beaucoup de membres de cabinet? C'est vrai que, alors, ça a été ajusté, Monsieur Barbier. Quand je suis arrivée, moi, en juillet 2020, on est passé, par exemple, à 8 conseillers pour un secrétariat d'État, alors que juste avant, il y en avait 5. On peut travailler à 8 ? Être présent partout. Mon secrétaire, je vais parler de ce que je sais et de mon cabinet. En tout cas, le secrétariat d'État a été créé en juillet 2020. On a énormément travaillé. J'ai des collaborateurs qui sont formidables, qui sont extraordinaires. La charge de travail en cabinet ministériel, c'est une fonction particulière, on le sait. La charge de travail est très dense, bien sûr, et on le sait. Mais ces conseillers, encore une fois, ont déjà été augmentés pour permettre justement aux secrétaires d'État, aux ministres délégués et même aux ministres, aux trois niveaux, ça a été augmenté, d'avoir plus de monde justement pour produire et pour être utile d'abord aux Français. Et c'est le cas, vous savez, on a beaucoup travaillé. Je le disais encore, dans mon secrétariat d'État, on a déployé beaucoup de politiques publiques pour l'égalité des chances, pour lutter contre les inégalités sociales, les inégalités scolaires. J'en suis très fière et mon équipe a été pour cela à mes côtés avec beaucoup de volonté. Et vous rendrez public donc ce rapport ? Ce rapport, mais je n'ai aucun problème à le rendre public. Ce que je dis et ce qui est malveillant, ce sont ces fuites qui sont sorties et qui sont infondées, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. La seule volonté, je crois, c'est de me nuire. Nathalie Elimas, merci, bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup Christophe Barbier. Demain, votre invité politique sera Jean-Michel Fauvergue, député de La République En Marche de Seine-et-Marne.